chef de projet sur différents projets digitaux, quelques-uns qui étaient les miens, mais la plupart étaient ceux de mes clients. Alors, je suis également le rédacteur d'une newsletter qui s'appelle Je suis un no-codeur. Vous pouvez taper directement ça dans votre barre de recherche, vous tomberez directement sur la newsletter. Le but de cette newsletter, c'est justement d'apporter des bonnes bases à tous ceux qui se lancent dans le no-code, en fait, à penser comme un développeur. Parce que l'inconvénient du no-code, c'est que c'est facile et qu'on oublie parfois les bases de la programmation, les bases du développement, et notamment la résolution de problèmes. Et à travers cette newsletter, qui va devenir vraiment du build-in public, c'est de vous monter en compétence sur ces sujets-là. Alors ces dernières années, particulièrement ces 3 dernières années, je suis freelance vraiment sur du no-code et j'ai travaillé exclusivement pour des grosses entreprises comme Veolia, Valeo, Air Liquide, Dalkia, Carrefour, Idex, Noroto. Alors je sais pas si c'est des noms qui vous disent quelque chose, mais en tout cas c'est des très grosses entreprises françaises. Donc je suis intervenu pour la mise en place d'outils no-code, low-code dans ces entreprises, mais également pour la formation à la fois des DSI, donc les services informatiques, personnel des services informatiques, et la formation des salariés, des collaborateurs qui avaient besoin d'utiliser ces outils, de créer des automatisations, créer leurs propres outils pour leur travail au quotidien. Voilà. Et vous pourrez également me suivre sur LinkedIn si ça vous intéresse. On vous donnera le lien ou on le mettra directement dans le chat. Alors voilà pour la présentation. Alors on va passer maintenant vraiment dans le vif du sujet avec comment on gère en fait un projet en no-code. Alors ça se gère exactement comme un projet digital, il n'y a pas de grosse différence. Moi bien souvent je fais l'inverse en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce thème, le meilleur moyen de foirer un projet no-code. En fait, quand on sait ce qui va foirer, ça nous permet de savoir ce qu'il faut pas faire. Voilà. Et je vais vous raconter une petite histoire à ce propos, qui va illustrer parfaitement la façon dont on peut foirer facilement un projet, même en no-code. Il n'y a pas très longtemps, il y a juste quelques mois, c'était en début de cette année, j'ai fait une grosse erreur de débutant, et ça a failli me coûter cher. Donc sur un gros projet. Donc j'étais chez un client à partir d'octobre jusqu'à il y a à peu près un mois et demi à peu près. Un gros projet de digitalisation, donc une entreprise spécialisée dans l'électronique, fabrication électronique sur le marché mondial. Et donc je suis intervenu en tant que consultant et développeur. Les premiers projets se sont bien passés. J'en ai eu 3 premiers qui étaient relativement simples et agréables, sans souci. Et j'entame le 4e projet. Rien de compliqué non plus, l'approche du projet. En tout cas quand on me le présente. Mais j'étais un peu confiant parce que jusque-là ça s'était relativement bien passé. La chef de projet interne très content du travail qu'on pouvait faire, etc. Donc hyper confiant. Je change rien à mes méthodes, je fais comme j'ai l'habitude de faire. Je rencontre la propriétaire métier, donc c'est la personne qui demande le développement. Donc j'ai un entretien avec cette personne, ça dure à peu près 30 minutes, c'est quelque chose d'assez cadré. On a un protocole en fait à suivre, des questions-réponses, pour guider un peu le fil de cette conversation. L'entretien va durer à peu près 30 minutes, il est enregistré en vidéo, comme ça on a une trace. C'est assez pratique pour la suite quand il faut vraiment se mettre dans le projet. Et voilà. Et du coup, ça se passe assez bien. La personne m'explique son besoin, sa problématique. Voilà. La particularité de ce projet, c'est que c'est pas une création pure. Il faut juste modifier l'existant. En fait, c'est une migration en fait. Le produit qu'elle utilisait avant, elle veut exactement la même chose, mais dans une nouvelle technologie. Voilà, tout simplement. Donc jusque-là, pas de souci. Je rédige le cahier des charges, je rédige le backlog avec toutes les fonctionnalités à développer, les tests, etc. Voilà, tout va bien. Je soumets ça. La propriétaire métier me dit OK, c'est exactement ce que je voulais. Donc il y a même des wireframes, je montre clairement quoi ça va représenter, ce que je vais développer. Donc elle donne son accord, le projet passe copie au comité de pilotage, il est accepté,
Et dans la foulée, je me mets à travailler. Donc, pour que vous sachiez un peu, on est parti sur à peu près une dizaine de jours de travail, découpé en 3. Donc, tous les 3 jours, je fais une livraison de certaines fonctionnalités. La propriétaire métier fait des tests, donc il y a des scénarios de tests qu'elle doit accomplir et donner son avis sur ces scénarios. Donc je fais les 3 premiers jours de développement tranquille comme prévu. Je mets en livraison, enfin je livre les premières fonctionnalités et j'attends le retour. Donc il se passe je sais plus une quinzaine de jours et quand j'ai le retour, très surpris parce qu'en fait aucun scénario n'a été validé. Donc je reprends rendez-vous avec la propriétaire métier pour essayer de comprendre ce qui se passe et j'ai l'impression de ne pas avoir du tout la même personne. Elle m'explique des choses totalement différentes du premier rendez-vous. Donc en fait les 3 premiers jours, ce que j'ai fait pendant les 3 premiers jours, ça servait à rien. Il faut que je reprenne vraiment depuis le début. Il y a des choses qu'elle m'a pas dit, des choses qu'elle a oubliées, des questions auxquelles je pensais aussi. Enfin voilà. Donc je repars à zéro, je refais le cahier des charges, je refais le backlog, je refais les scénarios de test, etc. Je reprends depuis le début. Les 3 prochains jours de développement, en fait, qui correspondent à 6 jours de développement, en fait, parce que je dois reprendre les 3 premiers jours. Je livre à nouveau, et là, on repart sur la même chose. Aucun scénario de test validé. Donc là, je commence à m'inquiéter un peu. Je vois avec les chefs de projet ce qu'on peut faire, etc. Et puis, voilà, je continue quand même le développement. On laisse comme ça. Je continue le développement pour finir les 3 derniers jours, à peu près de développement avec les dernières fonctionnalités, et avec une dernière livraison en fait. Et à la dernière livraison, on découvre encore des nouvelles choses. Donc, évidemment, quasiment 75% des scénarios des tests sont pas validés. En plus, j'apprends qu'il y a des utilisateurs que j'ai pas pu rencontrer. Enfin voilà, c'était le bazar total ce projet, alors qu'il était techniquement, il était assez simple. Il y avait rien de très compliqué. Et quand je dis j'ai fait une erreur de débutant, en fait, je vous expliquais après comment j'ai foiré ce projet, ce qui a pas marché, c'est que j'ai oublié en fait de tenir compte de l'utilisateur final. Voilà. C'est vraiment le la grosse erreur à jamais faire. Alors quand je dis ça aurait pu me coûter cher, ça m'a coûté quand même assez cher parce que le client pas satisfait finalement, l'entreprise pas satisfaite, et puis ça a mis fin à une relation que j'avais avec une agence avec qui je travaillais parce qu'ils n'ont pas été non plus très contents de la solution. Donc voilà, ça m'a coûté quand même. J'ai facturé 10 jours de travail, en fait j'ai passé je crois 15 ou 20 jours que j'ai pas pu facturer, donc voilà. Parfois une toute petite erreur au début du projet, on la paye cher de différentes façons, mais là c'est vraiment le cas. Donc j'ai pensé à vous raconter cette histoire parce que cette histoire est vraie. Elle s'est passée il y a pas très longtemps. Elle s'est passée pour un projet en low code. C'était vraiment pas du développement. J'avais pas affaire à quelqu'un d'expérimenté en développement. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver très souvent, surtout si on n'y prend pas garde. Alors depuis, j'ai revu un peu ma façon de faire. J'avais déjà une méthode qui était assez carrée, mais là, elle l'est encore plus forcément parce que j'ai pas envie de revivre la même chose. Et du coup, j'ai réadapté ma solution. Et je me dis, il faut que j'en parle aussi à tous ceux qui se lancent dans le no-code, dans le low-code ou dans la programmation en général. C'est de tenir compte de l'utilisateur, de ses problèmes, et pas de se focaliser sur la solution qu'on va apporter. Alors, pour ça, je regarde le temps quand même. Du coup, face à ça, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise, ce qu'on utilise en général dans la profession. Il y a des choses assez cadrées. Après, chacun on a nos façons, un peu nos façons de faire. Et je vais vous montrer un peu ça. Alors, très récemment, il y a une dizaine, une quinzaine de jours sur LinkedIn, dans mon fil d'actualité, je suis tombé sur un post qui est assez intéressant. Un jeune homme qui s'appelle Julien Song, qui est en fait maître international d'échecs et qui publie régulièrement sur LinkedIn. Alors, devenu coach et formateur
aux échecs. Et en fait, ça m'a donné envie et je me suis lancé dans la formation. Je téléchargeais une application et puis je me forme aux échecs. Je trouve que c'est un jeu assez intéressant qui développe l'intellect et qui est super intéressant pour la résolution de problèmes. Et en fait, alors pourquoi je parle des échecs? Ça, finalement, ça n'a aucun lien avec ce qu'on va parler ce soir. Mais il y a une citation qu'on retrouve ici d'un grand spécialiste des échecs qui dit « Ce n'est pas à un coup que vous devez réfléchir. » Donc en fait, c'est pas le coup, la pièce qu'on va déplacer qui est important, même si c'est le meilleur coup. En fait, il faut avoir un plan qui soit réalisable. Je ne sais pas si vous avez déjà joué aux échecs, mais on a beaucoup de pièces à déplacer. Et il faut avoir de la tactique. Donc tactique, c'est du court terme, et il faut avoir de la stratégie, c'est du long terme. Et le point commun entre les échecs et le développement, en no-code, en low-code, ou même en code, en full code, c'est que s'il n'y a pas de plan, en fait, on ne sait pas où on va. En fait. C'est ça le souci. Si aux échecs, on se focus uniquement sur ces pièces, on voit pas le reste. On voit pas l'ennemi qui est devant nous, enfin son adversaire. On voit pas les coups qui va avancer, etc. Donc on voit pas les pièges dans lesquels on va tomber. Et quand on fait du développement, c'est la même chose. Si on regarde pas autour de soi, on voit pas les pièges arriver. Et ça, c'est un peu problématique. Donc c'est pour ça que pour réussir un projet, quel qu'il soit en fait, dans la vie, quel qu'il soit, il faut avoir un plan. Et pas se contenter du court terme. En fait, il faut voir le court terme, mais il faut aussi avoir une vision long terme. Et ça, c'est super important quand on a un plan, un projet de développement à faire. Et du coup, l'autre lien aussi, c'est que en no-code, je pense que c'est le cas de peut-être la majorité d'entre vous, si c'est pas tout le monde. Le no-code, c'est tellement bien parce que ça nous permet de faire plein de choses. Quand on le découvre, on peut très très vite monter des applications, etc. Le souci, c'est qu'on va être focus sur l'outil. Vous avez peut-être découvert Softer ou Airtable, Bubble, etc. Et en fait, c'est des super outils. On peut construire quelque chose très rapidement. Mais ça, c'est un piège. En fait, c'est être focus sur la pièce et pas avoir de plan. Donc, si vous voulez réussir en no-code, en low-code, même en général dans la vie, il faut avoir un plan et l'outil que vous allez utiliser va vous permettre d'atteindre ce plan. Quand j'ai rencontré Godwin et Christian la première fois, il y a quelques semaines, quand on a parlé de no-code, en fait, je leur ai expliqué que les outils en no-code, on ne doit pas commencer par choisir l'outil. On doit d'abord penser à ce qu'on veut faire et après on choisit l'outil qui correspond à ce qu'on veut faire. Et sinon, ça serait comme choisir une voiture pour partir en vacances. Et c'est la voiture qui va définir l'endroit où vous allez aller. C'est un peu bête parce que il vaut mieux se dire moi je veux aller à tel endroit et pour aller à tel endroit c'est mieux que j'utilise telle voiture. Voilà. Si vous avez un projet en no-code, il faut faire la même chose. C'est ce que vous voulez faire et choisir l'outil qui va vous permettre de le faire. Alors, je continue. Voilà, avec les méthodes du coup. On est toujours sur le plan, on se focus pas sur les outils, on pense pas aux actions qu'on va réaliser, on est toujours sur le plan là où on veut aller. Alors, pour pouvoir avoir un plan, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser et c'est même mieux de les combiner en fait. Alors, ces outils que vous voyez là, c'est des outils qui viennent du monde du développement. C'est ce que j'utilise sur pratiquement tous les projets sur lesquels je travaille. Systématiquement, je vais faire mes plans. Godwin parlait tout à l'heure des plans d'un architecte, c'est quasiment ça. Généralement, je commence par la conception de la base de données. C'est l'élément le plus stratégique et le plus déterminant dans une application web. Et du coup, je commence par définir ma base de données, même si elle va évoluer par la suite. Mais je commence par griffonner quelque chose pour voir dans quel sens je vais aller. Je vais également utiliser les user stories. Donc, user stories, c'est on se met à la place de l'utilisateur et on essaye de voir ce qu'il veut faire avec l'application qu'on est en train de réaliser. Et on va écrire toutes les actions qu'il va vouloir réaliser. Et grâce à ça, on va pouvoir en déterminer les blocs à assembler. On peut utiliser également le sitemap. Donc en fait, c'est toutes les pages dont on va avoir besoin, basiquement.
Ça ressemble un peu au user story, mais c'est notre façon de le présenter. Et enfin, le dernier outil, c'est le backlog. Donc le backlog, en fait, il va recenser tous les développements à faire. Donc notamment tous les user stories qui vont être transformés en fonctionnalités à développer. Et ce backlog, c'est ce qui va nous permettre de chiffrer le projet, combien de temps il va durer, d'établir un peu un calendrier de développement. C'est vraiment l'élément le plus central dans le développement. Voilà. On va hiérarchiser ce qu'on veut faire, il va y avoir une certaine logique, etc. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ces outils-là. Donc, par exemple, la conception de la base de données. Donc, vous avez vu, j'ai mis MLD, MCD. Donc, MLD, ça veut dire, je sais plus, c'est les niveaux logiques. Le L, c'est logique, j'ai un trou, je sais plus. Du coup, il y a deux approches. Voilà. Moi, je commence généralement par le MCD, c'est conceptuel. J'essaye de représenter, c'est une conception des éléments que je vais avoir dans ma base de données. Ici, c'est un MCD que j'ai utilisé récemment pour développer une plateforme d'offres d'emploi en ligne, spécialisée pour les associations. Donc, j'ai conceptualisé un peu les données que je vais avoir, les données avec lesquelles je vais travailler. Une fois que j'ai fait cette conception, ça, je vais transformer en table. Et là, ça me permet de voir le nombre de tables dont je vais avoir besoin et aussi les connexions qu'il peut y avoir entre les tables. Donc là, j'ai pas fait les connexions, mais généralement, je le fais. Quand on voit, par exemple, ici, je sais pas si c'est très clair, mais par exemple, offre d'emploi ID, on sait que ça pointe vers la table offre d'emploi. Une fois que j'ai fait ça, c'est pas figé dans le marbre, parce que généralement, après, je me rends compte que, non, je vais avoir besoin d'autres tables, il faut que je fasse comme ça, voilà. C'est vraiment ma première approche, première élaboration. Je vois les données que je vais devoir collecter, comment je vais les stocker, comment je vais les réutiliser pour les présenter dans l'application. Donc ça, conception de la base de données. Ensuite, User Story. Alors, User Story, c'est un outil très simple qui se définit de cette façon-là. En fait, on va écrire systématiquement ça pour tout ce que l'utilisateur veut faire. Donc, on dit, en tant que, donc on définit l'utilisateur. Dans mon application, ça peut être un visiteur, ça peut être un utilisateur, ça peut être utilisateur, il y a plusieurs rôles. Hein. Il y a celui qui va poster une annonce et il y a le candidat qui va répondre à une annonce. Donc voilà, ici on a plusieurs rôles d'utilisateur. Il y a aussi l'admin, hein, celui propriétaire de l'application, qui va vouloir la gérer derrière. Donc en tant que, donc on définit l'utilisateur, je veux, et là c'est la chose qu'il veut faire. Et afin de le résultat qu'il veut avoir. Donc moi j'écris pas toujours ça parce que c'est pas toujours très compréhensible. Moi j'aime bien quand c'est visuel. Du coup généralement je fais ça. J'essaye d'avoir c'est ma façon d'utiliser user story. Ça mélange un peu user story et ça mélange un peu le sitemap. Donc, je pars ici, mon type d'utilisateur. Donc, c'est un candidat, donc une personne qui va candidater à une offre d'emploi. Il va arriver sur la home, donc c'est la page d'accueil du site. Il va cliquer sur le bouton voir les offres. Ça va l'amener sur la page offre d'emploi. Sur cette page, il va pouvoir candidater. Pour candidater, on va vérifier s'il est inscrit, oui ou non. S'il est inscrit, il va pouvoir aller directement sur le formulaire de candidature. Ce formulaire, quand il l'aura validé, sera enregistré dans la base de données. Et une fois que c'est enregistré, hop, il va aller automatiquement vers son dashboard. Donc vers la page Mon dashboard qui correspond à cette personne-là. Il va récupérer aussi l'ID de la personne. S'il n'est pas inscrit, il faut passer par tout le processus d'inscription jusqu'à arriver au même endroit, le formulaire de candidature qui sera également enregistré dans la base de données. Voilà. Et je rajoute aussi des petits logos là, vous voyez ça, en fait ça veut dire que ces pages-là sont pas accessibles. Il faut vraiment être inscrit pour accéder à ces pages. Voilà. Ça, c'est user story. Si vous utilisez déjà ça, vous allez voir, vous allez déjà bien décomposer ce qu'il faut faire de votre application. En fait, quand on fait du développement,
Par exemple, on vous demande de développer un job board, donc un site d'emploi. C'est un gros problème. Et en fait, ce problème, pour le résoudre, il va falloir le décomposer en une multitude de petits problèmes. Et pour pouvoir décomposer en petits problèmes, c'est là où en fait les user stories sont importants. Au moins, on est sûr. Quand on aura fait ça, on aura tout décomposé, on aura chacun des éléments, chaque petit problème à résoudre. Une user story, c'est un problème à résoudre. Et une fois qu'on a tout ça, on sait que tous ces petits problèmes, tous ces blocs, ils vont être rassemblés et ils vont résoudre le problème initial, ce qui est la création d'un job board. Le problème est un peu plus gros que ça parce que il y a aussi souvent des contraintes un peu techniques et ça en fait partie. C'est aussi des problèmes qu'il faut prendre en compte. Donc ça, les user stories, voilà comment on les utilise et moi comment je les utilise dans un projet. Le sitemap, donc c'est aussi un autre outil assez différent de ce que j'ai fait au-dessus. Ça inclut pas toutes les actions en fait de l'utilisateur, c'est juste en fait le cheminement. Donc un visiteur, quel qu'il soit, c'est la hiérarchie en fait du site internet. Et là en fait on voit toutes les vues qu'il va falloir créer et on voit le cheminement qu'il va falloir avoir et en fait sur ce sitemap on pourrait même définir les automatisations, à quel endroit il faut les mettre, vérifier, s'il y a des choses à vérifier, etc. On peut mettre aussi plein de conditions. Moi, je fais ça généralement, sitemap, comme ça, je montre au client le nombre de pages qu'il va falloir créer, la taille que ça va prendre. Les clients, ils aiment bien avoir visualisé, en fait. Ça, c'est le plan. Hein. C'est comme s'ils avaient acheté une cuisine, là, ils voient le plan de leur cuisine. Quoi. C'est très représentatif, c'est très clair pour eux. Ça, c'est très conceptuel. Ça ne veut pas dire grand-chose. Pour un développeur, on comprend, mais pour le client qui commande, comprend pas trop ça. Ça, il comprend très vite. Hein. C'est un arbre, c'est assez simple à comprendre. Donc, c'est bien de faire les deux. Hein. Les deux sont très complémentaires. Et le dernier outil, qui est pas des moindres, le backlog. Donc, un backlog, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est pas un backlog que j'utilise. Hein. C'est un exemple qu'on trouve sur Airtable. J'ai trouvé qu'il est assez bien. Si vous voulez le copier, je sais pas si je peux peut-être récupérer le lien, mais je crois que ça s'appelle suivi. Il faut aller dans les projets. C'est un template qui est gratuit. Il est relativement bien. Il y a des choses qui sont un peu superflues, mais voilà. En fait, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble un backlog. Dans le backlog, vous avez les user stories. Donc là, elles sont pas très très claires, mais voilà. Par exemple, le remote login. On a une priorité de 3, donc ça ne fait pas partie des choses les plus importantes. Chaque story correspond à des fonctionnalités. Ils ont rajouté aussi les sprints. Donc en fait, sprint, c'est une étape dans un projet. C'est dans les gros projets qu'on va utiliser les sprints. Dans des petits projets no-code, on ne va pas en mettre. C'est un sprint, ça fait partie, c'est tout ce qui relève de l'agilité. Un sprint, ça dure à peu près 7 à 10 jours. Donc ça, c'est pour des gros projets, quoi. Sur les petits projets, on va pas le mettre. L'histoire que je vous racontais tout à l'heure, le projet que j'ai foiré, on avait des pseudo-sprints, c'est-à-dire que il fallait livrer à peu près tous les 3 jours. Donc c'est un pseudo-sprint. On travaille 3 jours, on fait la livraison des fonctionnalités tous les 3 jours. Donc il fallait découper le projet pour que ce qu'on livre soit exploitable. Et ensuite, les 3 prochains jours, on livrera d'autres fonctionnalités, mais qui vont pas changer. C'est juste des fonctionnalités supplémentaires, en fait. Voilà. Puis les statuts, en fait, ce qui est important dans un backlog, c'est de tenir à jour où on en est, est-ce que c'est démarré, est-ce que c'est fini, est-ce que ça a été testé, etc. Voilà. Et puis on décrit bien à quoi ça sert, voilà. Donc si vous voulez utiliser ça, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez aussi très bien le faire dans un tableur, ça marche assez bien. Moi, pour certaines agences avec qui j'ai travaillé, j'utilisais des tableurs, ça marchait aussi bien. Voilà. Pas forcément besoin d'avoir une base de données. Et voilà, on a fait le tour. Alors, je vais résumer quand même un peu, parce qu'il y a pas mal d'infos. On va revenir au début. Donc, sur le plan, pour être sûr
de ne pas foirer votre projet quand vous allez le démarrer. Il vaut mieux perdre du temps au début. On vous présente un projet, c'est un problème. Donc, comme si c'était une partie d'échecs, cette partie d'échecs, elle ne se joue pas en un coup, elle va se jouer en multiples coups, parfois jusqu'à une centaine de coups. Et ben en fait, chaque coup, chaque pièce déplacée, c'est un problème de résolu. Il faut voir votre projet à développer de cette façon-là, le découper en petites étapes. Et pour pouvoir faire ça, eh ben, il faut avoir une vision un peu globale du problème, le prendre dans tous les sens, le découper dans tous les sens. Et pour pouvoir faire ça, eh ben, on a ces outils. Donc, la base de données, c'est vraiment le cœur d'une application. S'il n'y a pas de base de données, il n'y a pas d'application. On ne pourra rien faire sans une base de données. Donc, il faut qu'elle soit bien conçue dès le départ, en pensant au développement futur. C'est pour ça qu'il faut respecter les principes d'architecture d'une base de données. Donc, on est sur des bases de données SQL, donc avec des tables. Hein. Une table, c'est comme un tableur. Chaque colonne, c'est une info à rentrer et chaque ligne, c'est une nouvelle donnée qui est rentrée. Voilà. Donc, on va décomposer avec les éléments les plus importants qu'on va avoir dans notre application. Donc, si je reprends mon job board, dans mon job board, comme dans toutes les applications, j'ai forcément des utilisateurs. Donc, il me faut une table utilisateur. Ensuite, mon job board, je sais que j'ai plusieurs types d'utilisateurs. J'ai ceux qui déposent une offre d'emploi et j'ai ceux qui répondent à une offre d'emploi. Donc, j'ai ce que j'ai appelé des associations, c'est ceux qui vont déposer des offres d'emploi. Donc, il va falloir collecter des informations sur, c'est des entreprises en fait, sur l'entreprise. Et j'ai aussi une autre table, un candidat. Je vais avoir besoin d'informations supplémentaires. Même si c'est des utilisateurs, en fait, les informations ne sont pas les mêmes. Si j'avais les mêmes informations dans la table association, dans la table candidat, je n'aurais pas besoin de les mettre là, je les mettrais directement dans l'utilisateur. Donc, j'ai juste des informations très spécifiques qui sont liées à cet utilisateur, c'est pour ça que j'ai besoin d'une table. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques des besoins de cette application, notamment check-in, ça je vais passer. Par contre, après, j'ai les offres d'emploi. Donc, c'est ce qui est publié. C'est ce qui va faire le lien entre l'association et le candidat. Et le candidat, quand il va candidater, il faut que j'enregistre sa candidature. Donc, j'ai aussi besoin d'une table. Cette table, elle va prendre l'ID du candidat, elle va prendre l'ID de l'offre d'emploi. Et ensuite, une demande qui n'était pas nécessaire, mais qui permet à penser pour les fonctionnalités futures, c'est d'identifier des métiers. Donc, j'ai commencé à travailler sur les tables supplémentaires qui ne seront pas implémentées tout de suite, mais auxquelles il faudra penser pour la version 2 en fait, de l'application. Donc, ça me permet d'avoir une vision globale. Alors, cette base de données, ça, c'est tel que je l'ai vu au jour 1, quand j'ai lancé le développement. Aujourd'hui, elle ne ressemble plus à ça, parce qu'elle a évolué. Il y a des choses on a dû adapter, etc. En présentant ça au client, le client m'a dit non, je peux faire, voilà. Donc après je remodifie. Et pour après la deuxième étape, en fait, je suis passé à ça pour mes différents utilisateurs, mes 3 types d'utilisateurs, le candidat, l'entreprise et l'admin. J'ai réalisé en fait ces diagrammes-là que j'ai pu présenter aussi au client, comme ça je lui montre ce qu'il va falloir développer. Et ça, c'est le sitemap. Ça, il y en avait qu'un seul. Et pour ce projet-là, comme je suis le seul à travailler dessus, c'est un petit projet. J'ai pas développé de backlog. En fait, le backlog est dans ma tête. Je sais exactement. Mon backlog, c'est ça en fait. Voilà. C'est pas toujours nécessaire d'avoir un backlog. À partir du moment où on est plusieurs à travailler, il faut en avoir un. C'est mieux d'en avoir un. Mais quand on commence à avoir beaucoup de pratiques, en fait, on se rend compte que on n'a pas forcément besoin, quoi. Moi, je prends beaucoup de notes, je suis très visuel, donc avec ça, je sais exactement où je vais. Voilà pour la présentation. Alors, si vous voulez, on peut passer à la série de... Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai beaucoup appris. Je pense que aussi les autres personnes connectées ont beaucoup appris. Donc, les gars, si vous avez beaucoup appris ou bien si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces, voilà, des petites réactions pour que Michael puisse savoir que vraiment ça, vous avez compris.
Donc là, on va passer à la série des questions-réponses. Donc, vous allez préparer vos questions. Pour ceux qui ont déjà des questions, vous pouvez commencer à les mettre dans le chat. Et pour ceux aussi qui voudront poser les questions de vive voix, vous levez juste la main. Voilà. Et lorsqu'on vous interroge, vous pouvez poser votre question. Voilà. Donc, Alors, on a des questions. dans le chat, je vois déjà des questions. Alors, merci pour la définition MLD, MCD. Donc, modèle logique de données et modèle conceptuel de données. Voilà. Ça, c'est les petits bugs quand on est en live. Le cerveau, il ne suit pas toujours. Donc, merci pour ça. Alors, avec quel outil on peut réaliser les user stories et sitemap? Il y a plein d'outils possibles, imaginables. Moi, depuis quelques temps, je fais ça avec Miro. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer un petit projet là. J'ai commencé sur lequel j'ai commencé à travailler. Miro, c'est simple, il est gratuit, on peut faire pas mal de choses avec déjà. Alors, on va partager cet onglet. Voilà. Je n'arrive pas. Voilà. Donc là, on retrouve, voyez, on retrouve un peu ce que je vous ai présenté. On retrouve ici mon MCD, mon MLD. Alors c'est le début, hein, c'est juste les premières étapes, hein, c'est les premières ébauches. Ensuite, j'ai mes fonctionnalités. Bon, c'est un peu différent de ce que je vous ai présenté, mais des fois, je fais pas toujours tout à fait de la même façon. Donc là, je suis parti sur fonctionnalités. Parce que là, c'est un gros projet, c'est une grosse web app. Et puis les parcours utilisateurs. Voilà. Et parcours utilisateurs, c'est aussi très très différent. C'est une marketplace, mais c'est une two-sided marketplace. Ça veut dire que vendeurs et acheteurs peuvent inverser leur rôle. On peut être à la fois vendeur et à la fois acheteur. Je sais pas si vous avez ça chez vous, mais Vinted, par exemple, la revente de vêtements d'occasion. C'est une two-sided marketplace. Donc, pour répondre à la question, voilà, on peut faire ça avec Miro. Je vous mets le lien. Après, pour ceux aussi qui veulent d'autres outils, il y a aussi FigJam. Après, il y a assez plein d'outils. Donc, vous pouvez aller sur Google, par exemple, et taper Miro et alternatives, ou bien outils pour réaliser des user stories. Et vous allez avoir plein d'outils là qui vont s'afficher. Vous testez et puis vous prenez votre préférence, quoi. Ouais. Alors, notion de documenter son travail. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire cette question. En fait, moi, comment je documente mon travail? Déjà, c'est moi qui rédige le cahier des charges, c'est pas le client. Même si le client arrive avec son cahier des charges, moi, systématiquement, je vais le reprendre et je vais en recréer un, même si des fois je fais du copier-coller, hein, je récupère des informations. Mais c'est vraiment dans le cahier des charges, en fait, il va y avoir toutes les spécifications du projet, tout ce que je vais faire, tout le développement, etc. Et ensuite, vraiment pour la phase développement, tout ce qui est la documentation en tant que telle, hein, ce qu'on appelle documentation quand on est dans un vrai projet de développement, en fait, j'ai tendance à le faire dans l'outil par lui-même. Quand je choisis un outil, alors déjà parce que c'est des outils avec lesquels j'ai envie de travailler, mais je pense aussi à la personne qui passera peut-être après moi pour continuer le développement, ou développer de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc je pense à ça et c'est pour ça que je documente à cet endroit-là. La différence entre user story et sitemap. Alors, dans ce que j'ai présenté ici, c'était peut-être pas très très clair, mais une user story, la définition d'une user story, c'est ça. Ça, c'est une user story. Donc, ça s'écrit dans le backlog, où on l'écrit à la main. Voilà. Et on pense à tous les user stories, et puis après, on va les mettre par ordre de préférence. Ça, c'est ma façon d'écrire la user story. Voilà. C'est pas du conventionnel, c'est vraiment ma façon de travailler. Ça, c'est une user story. Un sitemap, c'est ça. C'est plutôt l'architecture d'un site internet. Voilà.
Ici, on est sur la page d'accueil. Depuis la page d'accueil, avec les différentes fonctionnalités, ben, c'est les pages sur lesquelles on va pouvoir aller. Voilà. C'est pas tout à fait un sitemap conventionnel, mais voilà. C'est pour dire de hiérarchiser en fait les étapes dans une application. Alors, j'en suis aux différences. L'importance de créer un backlog. En fait, le backlog, c'est la recette. Si on prend n'importe quelle recette de cuisine, on veut faire des crêpes, si on ne sait pas les faire, on va prendre un livre de recettes et la recette, elle va nous dire les ingrédients dont on va avoir besoin et comment assembler les ingrédients. En fait, le backlog, c'est exactement la même chose. C'est les ingrédients, on retrouve tous les ingrédients et comment on assemble ces ingrédients. Et il y a des priorités. Voilà, on peut pas faire ça avant ça. Donc c'est un peu ça. Voilà. Si on veut résumer très simplement à quoi c'est un backlog, c'est la recette d'un projet. Donc si c'est vos premiers projets, commencez par utiliser un backlog. Quand vous allez travailler en équipe, vous allez travailler pour des agences, pour des ESN ou dans des entreprises, on va vous demander si vous savez ce que c'est qu'un backlog, si vous savez comment créer un backlog, si vous avez l'habitude de l'utiliser, etc. Donc dès aujourd'hui, apprenez à l'utiliser. Il y a plein de modèles. Il y en a sur Airtable, comme je vous ai montré, mais sur toutes les applications où on peut faire de la gestion de projet, ils ont des modèles de backlog. Donc, prenez celui qui vous convient le mieux. Alors, l'importance d'un backlog. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que tout le monde peut faire du no-code? Oui, tout le monde peut faire du no-code. Après, est-ce que tout le monde peut faire du bon no-code? Ça, c'est une autre question. Le no-code, en fait, c'est de la programmation visuelle. Donc, la programmation visuelle, ça fait très longtemps qu'elle existe. Depuis 20 ans, peut-être. Il y a des produits, même chez les développeurs, on utilise ça s'appelait pas no-code, mais il y a des logiciels qui existaient déjà. Et ça s'est démocratisé ces 2 dernières années. On lui a donné un nom ces 2 dernières années, mais la programmation visuelle, ça existe depuis très longtemps. Après, pour pouvoir faire du bon no-code, il faut avoir les bases du développement web. Ça veut pas dire savoir maîtriser un langage de programmation. Ça veut dire connaître les bases du développement, comment fonctionne le web, la relation entre le client, le serveur, comment fonctionne une base de données, les protocoles HTTP, HTTPS, comment fonctionne l'API, voilà, ce genre de choses. Ça veut pas dire non plus qu'il faut maîtriser, mais il faut avoir les connaissances de base. Parce que en fait, le no-code, c'est faire de l'abstraction. On touche pas au cœur même de la machine, mais on l'utilise à distance. Mais si on ne sait pas comment elle fonctionne, la machine, on peut faire n'importe quoi en fait. Donc, c'est éducatif pour apprendre à structurer efficacement sa base de données pour une application web. Il y a Microsoft sur son blog qui a écrit un article, je sais pas quand, mais je l'ai lu il y a pas très très longtemps. Ça m'avait aidé aussi à revoir un peu les bases. Sinon, Google. Google, c'est notre meilleur ami pour ça. Il suffit de taper comment architecturer une base de données et puis on trouve plein de ressources. Sinon, je connais pas de ressources éducatives. Même sur YouTube, j'ai pas trouvé de choses très intéressantes à ce sujet-là. Alors, qu'en est-il par rapport à la sécurité des applications no-code? Alors, quand on fait du développement no-code, on ne s'intéresse pas du tout à la sécurité puisque c'est pour ça qu'on paye en fait. On utilise des applications qui sont dans le cloud justement pour pas avoir à se soucier de la sécurité. Aujourd'hui, la plupart des solutions, les solutions les plus importantes sur le marché, elles sont quasiment toutes nord-américaines. Ils ont c'est les meilleurs développeurs, forcément, ils viennent de là-bas. Ils sont assez focus sur la sécurité parce qu'ils sont très exigeants aux États-Unis. Jusque-là, j'ai jamais entendu parler de failles de sécurité dans les applications de code. Il y en a forcément, il y en a, mais je pense pas qu'il y ait rien de très très grave. En tout cas, s'il fallait le faire nous-mêmes, on aurait des gros problèmes avec la sécurité s'il fallait tout développer à la main. Donc ça fait un souci en moins. Alors, peut-on faire à ce jour une bonne application de marketplace avec du no-code? Si oui, pouvez-vous nous donner un exemple de plateforme à utiliser?
Alors, une marketplace. Il y a pas mal d'outils. Il y a plusieurs philosophies pour créer une marketplace. Les gros produits sur le marché du no-code pour de la marketplace, ça va être Bubble. Sauf que c'est assez compliqué à utiliser, c'est pas très agréable. J'ai horreur de cet outil. Je l'ai utilisé et j'aime pas. Donc je le recommande pas, même si c'est celui qui est le plus utilisé. Il y a plein de raisons. Hein. C'est pas agréable à utiliser. Il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pas très joli. Enfin voilà. Et puis l'architecture des applications telles qu'elles sont conçues sont pas très fiables en fait. Elles sont assez lentes. Donc bon, on peut faire avec Bubble, mais voilà, à partir du moment où la marketplace va grossir, on va voir les limites de la plateforme. Sinon, ce qui est de plus en plus utilisé, et c'est ce que je vois depuis le début d'année, c'est de dissocier le back-end du front-end. Donc, back-end, ça va être la base de données, toute la logique métier, donc tout ce qui est sur le serveur. On va utiliser des applications comme Xanos ou Pabase. Et puis, pour la partie front-end, donc tout ce qui est visuel, tout ce qui apparaît à l'écran, on va utiliser, on peut utiliser Bubble juste pour la partie front-end ou WeWeb. WeWeb, c'est une application française qui marche relativement bien. Et de plus en plus, même en no-code, on ira vers ces solutions-là, vraiment séparer les deux. Ce qu'on fait d'ailleurs dans le développement traditionnel. Donc pour répondre à voilà, les bonnes applications. Donc, je vais dire, il y a Bubble, il y a Xano, il y a WeWeb, et un petit nouveau que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que je pense que je vais utiliser à fond, ça s'appelle Noodle. C'est européen et c'est vraiment super bien. Il y a Builder aussi qui est américain, qui est super bien aussi, mais un petit peu lent. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'on doit savoir et apprendre avant de faire du no-code? Alors, j'ai déjà répondu en partie à cette question, mais je vais répéter pour que ce soit bien clair. En fait, pour faire du no-code, généralement, on pense qu'il faut savoir utiliser l'outil, c'est vrai, mais pour utiliser l'outil dans des bonnes conditions, il faut avoir les bases dans le développement web. Le développement web, ça va impliquer de comprendre comment fonctionne le web, donc les protocoles, protocole HTTP, HTTPS, la relation entre le serveur et le client, comment se passent les échanges, comprendre aussi comment fonctionnent les API, parce que généralement, en no-code, on connecte différentes API. Les API, c'est des interfaces de communication entre les serveurs. C'est bien aussi de comprendre comment fonctionne un navigateur, savoir comment une page s'affiche dans un navigateur. Et puis, pour la partie back-end, avoir des notions d'algorithmie et puis savoir conceptualiser une base de données. Ok, sans te couper, Michael, là, on vient de, il nous reste, le call va bientôt prendre fin dans 3 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on prépare un nouveau lien qui sera disponible dans nos différents canaux, donc Discord, WhatsApp, Telegram, pour que ceux qui ont des questions par la suite puissent continuer de poser des questions. Et puis, voilà. Donc, on n'aura que 15-20 minutes par la suite pour répondre à toutes les questions. C'est bon. Et puis, à 19h et à 20h par là, GMT, 20h10, le call sera terminé. Donc, on va renvoyer les nouveaux liens. Et puis, on va quitter celui-ci pour se reconnecter au nouveau lien parce qu'on a 1 heure, on a épuisé. Et puis, voilà. Donc, encore excusez pour le désagrément. On est en train de penser à prendre un plan premium pour éviter ce genre de situation demain. Ouais. Alors, du coup, j'étais arrivé à la question de la deuxième partie de la question de Roxel. Donc, tous ceux qui sont après Roxel, n'oubliez pas votre question, puis remettez-la dans le chat juste après. Parce que sinon, on va perdre vos questions. Voilà. Donc, les gars, on se déconnecte rapidement. On va sur le nouveau lien qui est disponible dans les différents groupes. Et puis, voilà. Alors, désolé, Golden, moi, je vais pas pouvoir vous rejoindre. Voilà, parce que j'ai
j'ai pas encore fini ma journée. Ok. Du coup, je voulais juste remercier Mickaël, en tout cas, pour son retour. Voilà, je suis complètement en phase avec ce qu'il a présenté, hein, puisque c'est la même approche, je travaille de la même façon. Du coup, et puis à l'occasion, j'aurai plaisir à vous montrer quelques exemples concrets et vous dire qu'effectivement, c'est cette approche qu'il faut avoir. Si vous n'avez pas cette approche, vous allez forcément foirer votre projet. Ça, c'est une réalité. Et pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Dodo Diouf, qui vient de prendre la parole, c'est un expert en no-code également qui nous a rejoint. Et il est formateur à Contournement, qui est une entreprise de formation reconnue aussi en Europe, qui forme aux outils du no-code. Et là, on a des projets d'implémentation du no-code au Sénégal, un peu dans d'autres pays francophones. Et donc, on travaille aussi en collaboration avec lui. Je pense qu'on l'aura dans d'autres calls. Il viendra nous entretenir sur certains sujets. Donc, au grand Avec plaisir de plaisir. vous revoir. Merci Oui. d'avoir été là. Et puis, voilà. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Merci. Ok, donc les gars, on va sur le nouveau lien. Et puis, voilà, on continue. Ok, à tout de suite. Ok, là, je pense qu'on est de retour. Ok, on laisse le temps aux gens de se connecter rapidement. Ils sont là. Donc, on continue avec les questions. Normalement, on a noté toutes les questions qui sont en cours. Donc, on va les poser de vive voix et puis, Michael, tu pourras continuer à répondre. En tout cas, pour toutes les réponses, jusque-là, c'est comment j'apprends beaucoup. Comme moi, je suis comme tout le monde. Hein. Certes, j'organise l'événement, mais je suis en train de prendre beaucoup de notes. Et en tout cas, c'est très enrichissant. Donc, on s'était arrêté sur la question de Roxelle. Et, et en fait, elle demandait qu'est-ce qu'on doit savoir et apprendre avant de faire du no-code. C'est sur ce point-là qu'on s'était arrêté. Et donc, vous avez abordé plus le sens de... Ce n'est pas tellement l'outil, mais c'est plus la logique derrière, la logique de développeur web, comprendre des notions comme Ouais, c'est ça. les API, les plateformes. C'est exactement les mêmes conseils qu'on donne à ceux qui font du développement. Généralement, les développeurs se concentrent sur un langage de programmation. Et en fait, les développeurs seniors leur disent toujours concentre-toi sur les bases, consolide les bases, et puis après choisis un langage de programmation. Et en no-code, en fait, c'est la même chose. Hein. Le langage de
programmation, on va dire que c'est le no-code, c'est un langage de programmation visuel, mais pour pouvoir bien l'utiliser, il faut avoir les bases du développement web. Et il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que les développeurs. Juste comprendre comment ça fonctionne en dessous, sous le capot, c'est suffisant. Il y avait une deuxième partie à la question de Roxel, mais je me souviens plus ce que c'était. La deuxième partie, c'était... attendez un instant. OK. Et elle demande, en fait, quels sont les outils no-code, quels sont les outils pour parfaire, genre pour mener à bien un projet no-code. Donc, comme vous l'avez dit, c'est plus au niveau ça va dépendre du projet et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Il y a pas d'outil parfait en fait. Hein. C'est le no-code, les outils no-code, c'est une boîte à outils. Et chaque outil répond à une problématique, un besoin bien particulier. Donc, c'est bien d'en maîtriser ou d'en connaître plusieurs. Comme ça, on s'adapte aux besoins des clients. Donc, il y a des applications, des outils no-code qui sont vraiment très spécialisés pour faire de la web app, de la marketplace, par exemple. C'est le cas de ceux que j'ai cités, hein, de Bubble, par exemple. Après, il y a des outils qui sont très spécialisés pour faire des API. C'est le cas de Xano. Et Xano, on fait des backends solides et des API très solides en no-code. On a des applications qui sont plutôt dédiées pour faire des MVP. Softer, par exemple, c'est très bien pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après, on en a qui sont vraiment spécialisés pour faire des applications mobiles. Glide, Adalo, etc. C'était plus orienté vers ça. Il y a un an à peu près, il y a une boîte de no-code qui avait sorti un panorama en fait de tous les outils no-code et qui les avait mis par catégorie. C'était pas mal. Dans Google, vous tapez no-code landscape, vous allez le retrouver très facilement. Et là, vous allez avoir une visualisation d'à peu près une centaine de produits no-code et listés par catégorie. Ça, c'est bien. Donc, en fait, la réponse, elle est simple. Hein. Il n'y a pas de meilleur outil qu'un autre. Il y a juste les outils avec lesquels vous allez prendre plaisir à travailler et les outils qui vont répondre aux besoins ou à la problématique sur laquelle vous travaillez, tout simplement. Super. Super. Et il y avait une autre question. Que pensez-vous de Webflow, Soft, Adalo, Airtable, vos avis personnels, vos impressions personnelles sur ces différents outils-là? D'accord. Ouais, je vois la question elle a été remise dans le chat. Webflow, moi je l'utilise pas, mais je m'y suis intéressé. C'est un très bel outil qui permet de faire des sites internet pas mal, assez limité pour faire de la web app quand même. C'était pas prévu pour ça au départ, mais voilà. Si vous faites par exemple du WordPress, passer sur Webflow, ça va être juste merveilleux. Donc ouais, très bien. Adalo, j'ai jamais utilisé, donc j'ai pas d'avis là-dessus. Softer, je l'utilise principalement pour des MVP ou quand je travaille sur des projets où j'ai des contraintes économiques. Ça a été le cas pour le job board. L'association avait très très peu de budget, donc on a fait le MVP sur Softer, parce qu'avec le plan gratuit Softer, on peut faire pas mal de choses. On est à limiter, mais on fait déjà pas mal de choses. Et Airtable, c'est très bien pour des petites équipes, pour des petits projets, pour des projets pour un MVP. Softer, Airtable, ça marche super bien. À partir du moment où on commence à avoir, on dépasse le millier de lignes dans Airtable, ça commence à devenir compliqué pour les automatisations, etc. Mais voilà, jusqu'à un millier de lignes, je pense que Airtable tient facilement la route. Là, j'ai le cas d'un projet que j'ai démarré cette semaine. J'ai récupéré la base de données telle qu'elle existe dans Airtable. Plusieurs bases de données qui sont concaténées. Ça commence à devenir un plat de spaghettis et on ne sait plus trop comment retrouver les petits. Donc c'est très très compliqué. Donc il faut y penser. Hein. Si vous lancez un projet avec Airtable, dites-vous que vous allez très vite arriver à ses limites. Donc il faut penser le coup d'après. Le coup d'après, ça sera passé sur une application un peu plus costaud comme Supabase, Xano, ou je sais pas, il y en a encore plein d'autres.
Ah ouais, du coup, les points faibles et les points forts. Je peux donner des points faibles et des points forts des outils que je connais, que j'utilise déjà. Mais après, c'est pareil, ça va être biaisé parce que moi, j'aime bien mettre les mains dans le code. Donc, tous les outils qui me permettent pas d'écrire du code, pour moi, c'est un point faible. Donc, voilà. En fait, c'est ça. Il y a des outils purement no code où on fait tout en visuel, on connecte des API, etc. Ça, c'est très bien. Moi, je sais pas c'est pas ce que je souhaite. Après, il y a les outils low code qui nous permettent de faire à la fois du no code et de rajouter du code. Et c'est vers ces outils-là que je me dirige. C'est des outils beaucoup plus puissants. Alors, la question suivante. Pour un site de vente en ligne, par exemple, les outils no-code sont-ils assez sûrs? Bah oui, hein, il y a pas mal de sites commerçants, mais il y a pas mal de personnes qui gagnent leur vie avec des sites construits en no-code. Hein. Il y a quelques startups en France qui s'en sortent très très bien avec ce qu'elles ont développé. Alors, dans le cas des landing pages, suit-on le même procédé et quel outil? Alors, landing page, c'est pas vraiment du développement web. Hein. Enfin, c'est pas une landing page, c'est juste une page, donc c'est du HTML. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de landing page. On est plus dans le développement web, on est plus dans du marketing digital. Donc, il n'y a pas de il y a un plan forcément, mais plus lié au marketing qu'au développement. Une landing page, en fait, c'est la façon d'attirer les prospects dans une stratégie de marketing digital pour faire rentrer pour faire rentrer les prospects dans son tunnel d'acquisition. Donc on utilise un produit digital, mais pour moi c'est plus du développement web. Quel outil pour réaliser les landing pages? Il y en a plein, il y en a des tonnes. Des tonnes. J'en ai entendu. Alors, ce qui ressort souvent, c'est Card. Donc, Card, ça s'écrit C2R3. C'est un outil très, très simple qui permet de faire des très belles choses. Webflow, je pense qu'on peut faire aussi des belles landing pages. Et avant qu'on parle de no-code, dans la sphère startup, dans l'écosystème startup français, dans les stratégies d'acquisition web, on avait tendance à utiliser Straking, qui existe toujours d'ailleurs. Mais après, voilà, il suffit de taper no code landing page dans Google et il y en a des tonnes. Même un Google Site, hein, ça peut faire l'affaire. Hein. Alors, la recherche Google que vous avez dit de faire pour la liste. Parfait. Kevin, est-ce que tu peux repréciser ta question parce que je sais pas. J'ai parlé de plusieurs recherches Google. Tu peux juste préciser à propos de quoi et j'écrirai dans le chat. Alors, Prosper, peut-on rencontrer des difficultés à mettre en ligne une application no-code sur le marketplace? C'est pareil, c'est même réponse qu'avec la sécurité. En fait, avec les outils no-code, low-code, on se préoccupe pas de l'hébergement et de la mise en ligne. Ça se fait automatiquement. On clique sur un bouton et ça se fait automatiquement. Donc, si on a répondu à toutes les questions qu'on nous pose, normalement, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai jamais eu aucun souci, en tout cas pour mettre en ligne. Ça se fait très très vite. Peut-être que le problème que tu as pu rencontrer, c'est si tu veux utiliser un domaine, un nom de domaine personnalisé. Dans ce cas, il va falloir que tu ailles chez ton provider pour renseigner les DNS. Voilà, c'est la seule contrainte. Mais ça se fait aussi enfin, il faut le faire au moins une fois pour savoir, mais c'est pas très compliqué. C'est quoi votre outil no-code préféré pour un back-end? Franchement, sans hésiter, Xano. Xano, on monte une API en 1 heure, ce qui demanderait plusieurs jours de travail à un développeur. Ensuite, alors,
Ah oui, d'accord. C'est pour Landscape. Alors, je vais vous mettre le lien directement vers l'article. Je pense que ça va être plus simple. Voilà. Voilà, c'est ce lien-là et j'avais oublié le nom. La société s'appelle Bezro. Bezro, c'est un concurrent d'Airtable. C'est la même chose qu'Airtable, mais en version open source. Donc, oui, il y a ça aussi. Tout à l'heure, il y avait une question sur un peu mes outils préférés, enfin les points forts, les points faibles. De plus en plus, je mettrai dans les points forts tous les outils qui ont cette approche open source. Donc, open source ne veut pas forcément dire qu'on a accès au code, mais qu'on peut héberger sur nos propres serveurs leurs solutions. Ça, c'est quand même pas mal. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de Noodle. Donc, Noodle, c'est le gros concurrent alors, de Bubble. Et la seule différence, c'est que Noodle propose un plan pour héberger sur nos serveurs qui est nettement moins cher que Bubble. Donc, voilà. Si on met Bubble et Noodle côte à côte, ils font pas le poids, quoi. Là, leur seul point faible, c'est d'être récent sur le marché. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qu'il y avait dans le chat. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Vraiment, merci pour toutes ces questions répondues. Je pense que les gars n'ont plus trop. Ah, ok, il y a une question qui vient. Mais on va juste prendre 5 dernières questions. On va pas trop prendre de votre temps parce que le temps il est précieux. Donc, on va prendre juste 5 dernières questions. Donc, les gars, vous avez juste 5 dernières questions à poser et puis on mettra fin au call. Donc, là, on a déjà la question de Moréat, auquel on va répondre et puis le reste, on va les répondre par la suite. Alors, connecter Webflow à Xano, je pense que oui. Je pense que c'est possible. Ils ont même développé, je crois, un plugin pour que ça soit facile, mais à vérifier. Comme je ne travaille pas avec Webflow, je ne saurais pas dire, mais je pense que oui. Le cas d'une app de gestion n'est pas adapté pour le dynamique. Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. À ma connaissance, non. Webflow n'est pas vraiment adapté pour faire ça. Quoique depuis quelque temps, ils ont développé un CMS. Donc un CMS, c'est un moyen de gérer le contenu. Mais voilà, à la base, c'était pas fait pour ça. Hein. C'était vraiment fait pour faire des très beaux sites, très design et facilement. Si je peux répondre sur la question, pas pour te couper, hein, Michael. Bon, vu que moi j'utilise Webflow, moi je suis plus spécialisé Webflow et l'environnement Webflow. Bon, donc déjà, aujourd'hui, il existe des outils qui permettent d'utiliser par exemple un backend Xano et de pouvoir créer une web app dans Webflow directement. Il y a des outils comme Wise ou bien des intégrations même qui permettent de connecter par exemple ton backend Xano à Webflow. Et récemment, il y a Webflow et Xano qui ont annoncé une collaboration. Donc, Xano directement, on peut connecter son site Webflow à Xano directement pour pouvoir soit réaliser une web app. Et récemment, les dernières mises à jour de Webflow, on sent que vraiment Webflow est en train de vouloir conquérir le marché de la web app. Donc, ils ont commencé à intégrer des fonctionnalités très avancées qui permettent de, en tout cas, réaliser des applications web. On a DevLink, par exemple, qui permet à les développeurs de pouvoir travailler avec des components Webflow directement dans un environnement React. Et ça montre en fait l'ambition de Webflow à vouloir encore saisir des marchés, surtout dans le côté développement d'applications web. Donc, si Mourad a envie d'apprendre plus sur le sujet, qu'il se rende directement sur le site de Webflow. Et puis, tu vois, sur la partie blog, normalement, il y a des articles dessus. Mais tu vois directement sur Xano. Et puis, tu peux avoir des articles qui parlent de ça. Je pense que Xano a dû faire une vidéo aussi sur les intégrations. Ils font pas mal de tutos qui sont assez bien faits. Ils sont en anglais, mais ils sont relativement bien faits.
On prend la quatrième question. Ah, avec les collections, ou bien faudra passer par un plugin? C'est la même Ouais, question. C'est la même c'est la question. suite, je pense, Moi, je pense. de Webflow. Je pense que si le plugin n'existe pas encore, il devrait pas tarder, mais je pense qu'il doit exister. Oui, oui. Je pense qu'il doit exister. Je pense qu'il doit exister. C'est à vérifier, mais je pense que parce que Webflow c'est quand même une grosse application et ça m'étonnerait que Xano soit passé à côté. Alors, la question d'Emmanuel. Quels sont les outils complets front comme back-end pour n'importe quel projet que tu conseilles? Bah, ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a différentes approches suivant un peu les compétences qu'on peut avoir en développement. On va soit préférer séparer, donc avoir un back-end, une application qui va s'occuper que du back-end. Donc, par exemple, mettre en place un Xano, donc un back-end avec une API. Et puis, de l'autre côté, développer le front-end, par exemple avec web ou avec n'importe quelle autre application, et puis on va les connecter ensemble. Mais ça nous fait deux produits à avoir, et des fois, au niveau tarif, c'est pas très intéressant. Après, il y a une autre approche, c'est de tout faire dans le même outil, en espérant que ça soit eux qui séparent, en fait, sous le capot qui fassent la séparation. Mais nous, on veut développer dans le même outil. Et dans ce cas, on va le faire dans Bubble ou dans Noodle. Voilà. Moi, je pense que dans les prochaines semaines, je vais essayer de tester très rapidement, mais quelque chose de créer un projet sur Noodle. Parce qu'il est vraiment intéressant et on peut. Voilà. Cet avantage, c'est qu'on n'a qu'une seule plateforme où on fait tout. Et économiquement, c'est assez intéressant aussi. Donc voilà, il y a plein d'outils. C'est pas parce que je dis que tel outil est bien qu'il faut l'utiliser. En fait, il faut essayer essayer de développer quelque chose. Dites-vous, je sais pas, cloner Airbnb par exemple ou cloner Netflix ou une grosse application comme ça. Essayez d'imaginer comment structurer ce projet, de quoi vous allez avoir besoin dans le back-end, quelles sont les vues que vous allez avoir besoin, etc. Essayez de faire ça. Et après, vous vous dites, quel outil je peux faire ça. Voilà. Oui, oui. En fait, on peut le faire avec tous les outils, mais il y a certains outils qui seront plus agréables pour vous que d'autres. Oui. En tout cas, c'est ce que moi j'essaye de faire, c'est d'essayer de réaliser des projets réels ou bien de m'inspirer, d'essayer de construire des marketplaces, des applications de gestion, des dashboards pour essayer de voir en fait les différentes limites de certains outils. Et puis voilà. En tout cas, c'est intéressant de savoir, de comprendre vraiment l'architecture d'un projet no code de A à Z. Ça permet en tout cas de. Moi, c'était mon plus gros problème. C'est très souvent, je démarre un projet, j'ai créé la base. Très souvent, j'ai pas les bonnes tips. Et arrivé à un niveau, je sens que je suis bloqué parce que peut-être que j'ai oublié de créer un certain tableau pour une certaine information et ainsi de suite. Et après, je me perds. Mais en tout cas, avec la masterclass de ce soir-là, je pense que j'ai quand même assez d'éléments pour pouvoir déjà revoir les bases. Je vais essayer de revoir vraiment tout ce qui est architecture de base de données. Et puis, je pense qu'à partir de là, je pourrais construire de meilleures choses, quoi. En tout cas, vraiment, merci, Michael, pour le temps que tu nous as consacré. On a ton LinkedIn dans le chat. Donc, pour ceux qui veulent suivre Michael, voilà. En tout cas, je vous recommande de suivre parce que j'ai lu récemment ces différents articles euh, sur Substack. Donc, je pense qu'il va nous mettre aussi son lien. Substack, voilà. Je suis nocodeur.dev. Ces articles sont très intéressants, bien structurés. Et moi, j'apprends beaucoup de lui. Et en tout cas, on lui dit merci encore parce qu'il nous a accordé de son temps pour cette masterclass et aussi de son expertise. C'était pas évident, mais voilà. Donc, vraiment merci à Michael. Donc, pour vraiment le remercier, vous allez sur ses différents canaux, LinkedIn, sur son blog, vous vous abonnez, vous inscrivez à sa newsletter, vous allez recevoir directement ses contenus qu'il publie régulièrement. Et puis, vous allez voir que ça vous fait du bien dans votre parcours de no codeur. Donc, je ne sais pas si Michael a un dernier mot, voilà, pour clore la séance. Et puis, on va se dire au revoir.
Alors oui, déjà merci pour l'invitation, c'était agréable de faire cette présentation. Et juste un dernier mot par rapport à la newsletter. Elle va prendre une nouvelle dimension dans les prochains jours, parce que je vais me mettre à faire du build-in public, c'est-à-dire que je vais prendre des projets, soit des projets fictifs, soit des projets clients pour lesquels je travaille, et je vais montrer comment je travaille en fait au quotidien. Donc il va y avoir de l'écrit, il va y avoir du visuel, il va y avoir de la vidéo, il va y avoir pas mal de choses. Donc si vous voulez apprendre et voir comment on travaille, comment un développeur professionnel travaille, il y a juste à me suivre sur LinkedIn et sur je suis un no-codeur.dev et vous verrez. Le but c'est de vous faire monter en compétences très rapidement sur ces sujets-là. Et encore merci pour votre écoute de ce soir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, les gars, comme je vous l'ai dit, on va massivement s'abonner. On va mettre tous les liens, on va mettre tous les liens, les ressources, tout ça dans nos différents canaux. Sur Discord, la rediffusion aussi, elle sera sur Discord. Particulièrement, on va arrêter de mettre les rediffusions dans WhatsApp. On va aller directement les mettre dans Discord pour vous inciter à venir vous organiser dans Discord parce qu'avec Discord, on arrive très bien à communiquer dans les différents canaux, savoir les différents besoins et puis produire le contenu qu'il vous faut en fait. Donc, quand tout est dans WhatsApp comme ça, c'est un peu dérangé, c'est un peu voilà, mélangé, comme on le dit chez nous. Donc, on veut bien organiser les choses, bien faire les choses. Donc, on compte sur vous pour rejoindre le Discord, pour interagir là-bas. C'est là-bas qu'on va discuter, faire les différents challenges, hackathons et tout ça. Donc, encore merci d'être venu. Encore merci à Michael. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à Paul, à Léandre qui est là aussi. Merci à Javier, à Madoché, à tous ceux qui sont dans l'école. Voilà, on vous aime. Bisous, bisous, les amis du No-Code. Et puis, on se dit à la prochaine. Le dimanche prochain, on n'aura pas masterclass. On va prendre un peu de temps pour souffler. Mais la semaine prochaine qui suit, la semaine prochaine, on va reprendre. Donc, encore, passez une bonne soirée. Et puis, que Dieu vous garde.